fidèles auditeurs, auditrices sur Radio Salem, la radio des Marseillais et des Marseillaises. Vous pouvez voir sur Facebook ou sur l'application Radio King, sur Radio King ou sur Twitch. Donc nous donnerons effectivement les contacts pour nous contacter, c'est radiosalem@outlook.fr. La radio est un service essentiel qui nous rassemble et c'est aussi votre radio. Aujourd'hui, nous accueillons Katia Yacoubi, autrice des Patates chaudes aux éditions de Vérone. Vérone. Ouais, j'avais perdu le nom de la ville. Également travailleur social au sein d'un lieu d'accueil RSA. Elle vient aujourd'hui nous parler de la précarité dans notre ville de Marseille. Katia, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Très heureuse d'être ici parmi vous. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Alors oui, je suis autrice du livre Les Patates chaudes, où je raconte mon métier de travailleuse sociale dans les quartiers les plus pauvres d'Europe, selon l'INSEE, à Marseille. Très bien, bienvenue. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Mohamed, Mohamed Damani, notre frère toujours aussi présent. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bon là, si vous ne me voyez pas, c'est que je suis à la régie. Bonjour Katia Yacoubi. Bonjour. Très heureux de vous recevoir ici parmi nous. Moi de même, merci. Alors Katia, bonjour. Je vous connais sans vous connaître. Parlez-moi de vous. Alors, si je dois un peu parler de moi, je suis une enfant de Marseille. Je suis arrivée à l'âge de 3 ans dans les quartiers nord. Donc, je suis née en Algérie, en Kabylie, plus précisément à Bouzguene, pour ceux qui connaissent. Et nous sommes arrivés là avec mes parents et nous habitons les quartiers nord depuis que je suis arrivée à Marseille. Donc, je suis une enfant de la ville, très engagée. Et je suis assistante sociale aujourd'hui, donc conseillère en économie sociale et familiale, plus précisément. Et j'accompagne une des bénéficiaires du RSA qui habite donc les quartiers les plus pauvres d'Europe, comme je vous ai dit tout à l'heure, selon l'INSEE, les 2e et 3e arrondissements de la ville. Je suis également présidente d'une association que j'ai créée il y a quelques mois, donc l'été dernier, qui s'appelle Adelphicité. Voilà, en présentation, ce que je peux vous dire. C'est déjà beaucoup, c'est très bien. Donc nous sommes ici pour traiter un peu du sujet, quand je dis un peu, parce que c'est un débat qui est assez large et qui est ouvert de décade en décade. Donc la précarité, est-ce que vous pourriez nous la définir ? La précarité, elle n'est pas seulement économique, même si, bien sûr, il y a un index qui est quand même évalué, qui évalue la pauvreté en soi, qui est le seuil de pauvreté, d'accord ? Je peux le rappeler, le seuil de pauvreté est en dessous de 1060 €. Donc on est reconnu pauvre quand on est en dessous de 1060 € par mois. À côté de ça, une précarité, c'est en fait quand on superpose les précarités liées au logement, liées à la santé, liées à l'emploi, liées à la culture, mais aussi à l'isolement. Quand on n'a pas de famille autour, qu'on est tout seul, c'est une précarité aussi sociale. Donc voilà ce que c'est la précarité, elle n'est pas que économique. Voilà. Alors si je reprends un peu vos propos, ça serait plus de la précarité au sens d'un terme polysémique, donc il aurait plusieurs sens. Donc ça serait de l'incertitude, ça peut être aussi de l'incertitude professionnelle, ça peut être quoi d'autre que le sens même qu'on donne à la précarité qui n'est pas pauvreté, puisque on parlait aussi de pauvreté. On a la précarité qui est plus dans le sens d'incertitude et la pauvreté comme étant quelque chose déjà de posé. Exactement. En fait, la précarité, c'est ce qui permet pas surtout à un être humain d'être totalement en phase avec la société. Et elle peut se retrouver en situation d'exclusion si toutes les précarités commencent à superposer les unes avec les autres. Je ne sais pas si je suis claire avec ce que je vous dis, mais en fait,
comment vous expliquer simplement, c'est que la personne, une personne est un individu qui forme société. C'est-à-dire qu'on est là, on vit en société tous ensemble. Quand on commence à avoir des précarités les unes après les autres, on peut être en situation d'exclusion de la société. Et c'est là que l'émancipation de l'individu, donc je reviens vraiment sur le terme d'émancipation, est complètement altérée. Donc là, on peut parler de précarité. Précarité liée au logement. À un moment donné, donc on vit avec une incertitude, comme vous venez de dire. On vit avec une peur du lendemain, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire demain si je me retrouve à la rue. Voilà. Donc voilà ce que c'est la précarité. Donc dans ce sens-là, bon, on dira que précarité, c'est incertitude, fragilité au sens de la norme sociétale. Donc cette norme sociétale, si on doit la définir, et vous avez parlé d'émancipation, ça serait quoi pour vous l'émancipation pour sortir de la précarité? Le bien-être. Le bien-être social, le bien-être mental, le bien-être au niveau de la santé. Vous savez, on parle de besoins fondamentaux. Voilà. Quand les besoins fondamentaux d'un être humain sont pas en péril, on peut dire que l'être humain, il est en phase avec la société, il se situe bien dans sa tête, dans son corps et en phase avec la société. Quand un des besoins fondamentaux est, on va dire, en recherche de ce besoin-là, parce que justement on ne l'a pas, comme le besoin d'avoir un toit sur la tête, pour se sentir en sécurité, donc la personne peut être en situation d'insécurité quand le besoin n'est pas là. Là, on peut dire que la personne a besoin d'un accompagnement social et médical possible si la situation médicale est en péril. Voilà. Donc pour reprendre un peu votre pensée, donc un toit sur la tête, c'est déjà beaucoup, pour ceux qui n'en ont pas, bien entendu. Et parfois, ça peut être aussi un problème pour certains, parce que quand on regarde nos quartiers, nos cités, l'état de dégradement, l'état, justement, on va appeler ça de la précarité énergétique. Aujourd'hui, on voit des mouvements se dessiner en pied d'immeuble, en liaison effectivement avec la hausse des charges, on va dire, du parc immobilier. Donc là, on est vraiment dans une précarité énergétique. Alors, je termine juste par une question, comme ça permet aussi aux auditeurs et auditrices de faire valoir aussi leurs droits quelque part. Donc, est-ce qu'il existe des aides, par exemple, pour ce type de personnes qui est confrontée à une précarité énergétique, qui n'arrivent pas à payer leurs factures tous les mois? Avant de vous parler des aides à laquelle, bien sûr, je vais répondre à votre question, j'ai envie de revenir quand même sur la précarité liée au logement. Ce n'est pas qu'on a un logement sur la tête, qu'on n'est pas en situation de précarité face au logement. En effet, on peut être en situation de mal logement, et notamment avec la précarité énergétique dont vous venez de parler. On peut être dans un logement complètement insalubre ou suroccupé, c'est-à-dire une seule chambre pour 4 personnes, par exemple. Là, on est dans une situation de mal logement. En termes d'aide, donc vous parlez de la précarité, mais il en existe d'autres. L'aide financière qui peut être mise en place, nous, dans le cadre de notre association. Je vous rappelle que je travaille dans un lieu d'accueil RSA. Les personnes, quand elles viennent avec une facture, en plus, on sait qu'aujourd'hui, avec l'inflation, les factures, elles sont complètement exorbitantes et très difficiles pour les personnes en situation de précarité ayant pour seul revenu le RSA, de s'en défaire de cette facture. Et c'est compliqué pour ces personnes de payer leur facture. Et déjà que les personnes qui ont un travail et qui sont au SMIC, déjà pour elles, c'est compliqué aussi aujourd'hui de payer ces factures. Donc imaginez-vous bien avec quelqu'un qui a 500, 600 euros de revenus comme le RSA. Donc quand elles viennent dans notre bureau avec cette facture-là, nous, on a des FSL qu'on peut mettre en place. Donc c'est des fonds de solidarité liés au logement, liés à FSE précisément, donc liés à l'énergie. Donc en fait, la personne qu'on a en face de nous doit payer 20% d'abord de sa facture. Et puis après, on fait une demande d'aide financière et généralement, c'est 50% qui est prise en charge et le reste, on fait un échéancier avec la personne. Donc vous voyez, l'accompagnement qu'on fait avec la personne, c'est un accompagnement lié au budget et parfois c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué de mettre cela en place parce qu'au-delà de la facture énergie, il y a le loyer, il y a tout le reste qui compte aussi, c'est-à-dire s'alimenter, s'habiller, il y a les enfants peut-être qui ont des besoins particuliers. Tout cela fait en sorte que parfois le budget ne suffit pas. Donc
On essaie un peu, comme ça, d'aider les personnes. Et c'est une aide financière par an, hein, d'accord? Donc, les factures énergie, c'est tous les mois qu'elles arrivent, hein, généralement. Voilà. Toujours dans le sens polysémique du terme, tout à l'heure vous avez aussi les problématiques liées à la santé. Est-ce qu'on peut être aussi en précarité psychologique quand on attend un logement dans les Bouches-du-Rhône? Complètement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la précarité liée à la santé est aussi à prendre en considération et pas que sur la situation du logement. Moi, par exemple, c'est vrai que je me suis j'ai pas fait cette présentation au départ, mais j'avais monté un collectif sur les punaises de lit. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à voir avec votre question, mais en gros, les punaises de lit, ça impacte vraiment la santé mentale des personnes. Et donc, c'est une situation liée au mal logement, qu'on a des punaises de lit chez soi et qu'on connaît, on va dire, la difficulté de dormir. On n'arrive plus, en fait, à dormir avec les punaises de lit. Ça gratte, ça fait mal. Et donc, on est dans une situation de précarité mentale parce qu'à un moment donné, on se retrouve totalement isolé, totalement en situation de détresse psychologique, parce que pour se débarrasser des punaises de lit, je ne vous raconte pas, déjà ça coûte très cher. Et imaginez-vous si vous avez un budget de 600 €. Ben, vous regardez généralement ce que vous devez payer en priorité. Généralement, c'est quoi? C'est le loyer. Et le loyer, ben déjà, il prend une grosse partie de vos revenus, pardon. Et donc, voilà, donc oui, totalement. Donc la précarité mentale fait partie de notre public. Et notamment, dans mon livre Les patates chaudes, je parle de ce public en particulier. Ceux qui n'ont pas la AAH et qui sont au RSA. Et le RSA, vous savez, derrière, c'est un accompagnement lié à l'emploi qu'on doit mettre en place. Et pourtant, ces personnes ne sont pas disponibles pour être sur de l'emploi parce que il y a cette précarité, on va dire, de santé mentale et notamment de dépression que je décris dans le livre. La dépression, c'est quelque chose à prendre en compte, vraiment, en tant qu'être humain. Ben, nous, travailleurs sociaux, qu'est-ce qu'on a à répondre à ces personnes? Voilà, je décris toutes ces difficultés-là dans le cadre de l'accompagnement social et médical qui nous traverse. Voilà. Très bien. On reviendra un peu sur votre livre de manière... sous forme de questionnement un peu plus tard. D'accord. Aujourd'hui, en France, 4,8 millions de pauvres. À Marseille, le taux de pauvreté avoisine les 25%, voire 40% sur les ménages du parc des locataires. Donc, est-ce que vous estimez qu'on a fait assez ou pas assez pour nos concitoyens, parce que ce sont nos concitoyens qui sont dans des situations effectivement de pauvreté. Est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui? Visiblement, avec les chiffres que vous nous donnez, non. Hein, on ne peut pas être satisfait, nous, en tant que travailleurs sociaux. Tant qu'il y aura de la misère, ça veut dire qu'on n'a pas mis assez de solutions sur la table. On en fait, peut-être, mais pas assez, pas du tout. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment lever des leviers. Quand je parlais de précarité, logement, santé, emploi, donc tous ces leviers sont à lever les uns après les autres de manière simultanée. D'accord? Et ne pas se concentrer que sur la pauvreté économique, par exemple. Et l'économie ne peut pas se résumer à « il faut que tu trouves un travail ». D'accord? Parce que le travail aujourd'hui, si vous regardez les chiffres du Pôle emploi, il n'y en a pas pour tout le monde. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la précarité de santé mentale, les personnes qui ne sont pas disposées à travailler, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? En sachant qu'elles vivent quand même en société. Hein, ce sont des personnes qui, normalement, on devrait prendre soin. Voilà, toute société a, donc les dirigeants de notre société devraient avoir un rôle, celui de prévenir toute pauvreté, toute précarité. Et pour cela, prendre soin des uns et des autres en fonction justement de ce qu'ils peuvent donner ou pas à la société. Tout le monde ne peut pas travailler aujourd'hui et je veux vraiment que ce soit quelque chose qui soit entendu. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? On les laisse de côté ou on en prend soin aussi? Donc voilà. Voilà mon combat aujourd'hui, c'est que chaque personne doit être prise en considération pour que la société elle puisse aller mieux. Donc effectivement, vous faisiez allusion tout à l'heure aux punaises de lit. Il y a la nouvelle mandature de la ville de Marseille a créé aussi, me semble-t-il, un dispositif pour venir en aide pour se débarrasser de ces punaises de lit qui effectivement représentent un fléau
dans certains territoires de la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, je peux vous en dire un peu plus. La ville, on a de la chance à Marseille, c'est la ville pionnière pardon, sur la question des punaises de lit. Alors, clairement, la ville de Marseille ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, j'arrête pas de dire et d'alerter qu'il faut qu'il y ait une coordination entre toutes les collectivités et l'État. Que chacun puisse mettre un budget sur la table. C'est-à-dire qu'il y a une coordination. Aujourd'hui, c'est chacun se renvoie la balle. Fameuse patate chaude. Hein, chacun se dit, c'est pas nous, c'est l'autre, etc., etc. À partir de là, tant que l'État ne prend pas sa part, parce qu'aujourd'hui la ville de Marseille le fait, prend sa part, l'État aujourd'hui est trop timide sur la question des punaises de lit. On n'arrivera pas à sortir de ce fléau des punaises de lit. Je rappelle juste une chose, pourquoi je dis qu'on n'y arrivera pas. Je vais vous expliquer en gros, en quelques mots. Les punaises de lit, si vous en avez chez vous, si vous avez un revenu adéquat, vous pouvez vous en débarrasser. Par contre, vous habitez un immeuble. Imaginez, vous habitez un immeuble. Vous avez des voisins en haut, vous avez des voisins en bas. La personne en bas est au RSA où on n'arrive pas justement à aller chercher une entreprise de désinsectisation parce que c'est trop cher pour cette personne. Les punaises de lit, il n'y a pas de frontière. Hein. C'est-à-dire que si ce n'est pas une façon, c'est-à-dire on ne s'en débarrasse pas de manière coordonnée, c'est-à-dire on oublie les parties communes et que c'est juste votre appartement que vous traitez, elles reviendront. Vous comprenez bien que j'essaie de dire que les punaises de lit, ce n'est pas une question individuelle. Il faut la traiter de manière collective. Et pour cela, nous, dans notre collectif, intercollectif des punaises de lit marseillais, nous disons que la solution doit être un service public. Pour que vous soyez pauvre, vous soyez riche, la réponse sera la même. Un service public de proximité. Dernière chose, même si vous ne m'avez pas posé la question, les punaises de lit n'ont rien à voir avec l'hygiène. D'accord ? On peut en trouver de partout. Partout. La preuve en est qu'à Marseille, les services publics comme l'Alcazar, par exemple, la bibliothèque d'Alcazar, a été touchée. Il y a eu 11 écoles qui ont été touchées. Il y a eu des hôpitaux, comme celui de la Timone, qui a été touché. Bon, je ne vais pas faire la liste, voilà. Mais tout le monde peut être touché de ce fléau. J'espère avoir répondu à cette question. C'est très précis. Oui, voilà. Donc, on n'attendait pas moins. Toujours dans la précarité, toujours dans la pauvreté. Donc la précarité, pour moi, c'est l'amont à la pauvreté. Enfin, c'est une définition que je me donne. Parce que, bon, effectivement, on est toujours en recherche de solutions pour faire face à ces indicateurs d'inégalité. Cependant, le Covid a mis en avant aussi la précarité alimentaire, mais n'est-ce pas un signe absolu de pauvreté ? Complètement. C'est un besoin fondamental. Un être humain qui ne se nourrit pas, il meurt. Donc c'est un des premiers besoins qu'on doit, nous, la société, répondre à ce besoin fondamental, qui est une question de survie, l'alimentation, et notamment l'eau. L'alimentation, à la rigueur, pendant un certain moment, on peut encore tenir debout sans manger. Hein. Je ne sais plus... combien de jours exactement on arrive à mourir si on ne se nourrit plus. Il me semble que c'est 30 jours, une trentaine de jours. Mais l'eau, au bout de 3 jours, on commence à sentir l'effet et on en meurt très rapidement. Donc l'eau comme l'alimentation, ce sont des besoins fondamentaux. Et aujourd'hui, à Marseille, je vous dis mon expérience de travailleuse sociale, on a vraiment du mal, malgré toutes les associations qui donnent un maximum et elles se débrouillent comme elles peuvent, on a vraiment du mal de trouver des colis alimentaires pour tout le monde. On sent vraiment que le besoin existe et qu'il n'est pas aujourd'hui pris vraiment en considération par les pouvoirs publics. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour vous, donc, dans ce cadre-là, donc, bon, effectivement, aujourd'hui, la société française va subir un taux d'inflation et une augmentation, on va dire, des prix alimentaires. Est-ce que ça ne risque pas de creuser demain encore plus les inégalités dans les territoires marseillais qui sont confrontés à ces besoins alimentaires prégnants tout au long de l'année parce que justement, ils n'arrivent pas
à faire face à leurs dépenses alimentaires. Donc là aussi, est-ce qu'il existe des aides? Comment on pourrait situer comment vous situez, vous, en tant que qualité de travailleur social, quand vous êtes confronté à ce type de situation? Et est-ce qu'il y a de nouvelles aides qui peuvent émerger aussi pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, toujours? Sans être utopique, moi j'y verrais bien une sécurité sociale de l'alimentation qui reste à créer, d'accord. Sinon aujourd'hui, on fait un peu ce qu'on peut avec l'existant. Il existe bien sûr des colis alimentaires, mais souvent il faut débourser 3 euros. Et je vous assure que 3 euros, c'est beaucoup pour beaucoup de personnes. D'accord. Les colis alimentaires, malheureusement, se font de plus en plus rares. Il y a des associations qui commencent à se créer ou des collectifs qui se créent de façon autonome et notamment en faisant des collectes alimentaires. Notamment notre association, on en a fait. On fait des collectes alimentaires, des collectes solidaires, notamment pour un public qui est celui des réfugiés, qu'il ne faut pas oublier et dont il faut en parler. On a aussi aujourd'hui l'État, on va dire au niveau international, de notre planète Terre, en situation de guerre pour certains, de séisme pour d'autres. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc la Turquie, la Syrie et tous ces pays qui sont nos frères et nos sœurs, qui sont en situation vraiment instable dans leur pays, donc qui deviennent des réfugiés quand ils traversent la mer pour essayer de rejoindre une terre meilleure pour eux et leurs enfants. Nous, on se doit d'avoir cette solidarité. Et on essaie de faire comme on peut, c'est-à-dire des colis alimentaires, une collecte solidaire. Voilà, des associations le font. Et je sais qu'il y a des épiceries aussi sociales et solidaires qui se mettent en place. Et je remercie toutes ces associations qui font ce qu'elles peuvent. Mais un petit coup de main un peu plus de l'État, ça serait pas mal, moi je trouve. Voilà, c'est notre responsabilité à toutes et tous. Voilà. Alors, quelque part... Donc effectivement, il y a des aides, on va dire, de droit commun qui sont effectives par le département ou par la ville de Marseille, qui sont ponctuelles, me semble-t-il. Mais là, nous tombons vraiment dans une situation chronique où beaucoup de familles n'y arrivent pas à boucler leur fin de mois. Voilà, donc cette sécurité sociale de l'alimentation, donc, elle s'inscrirait dans un schéma étatique ou dans un schéma départemental, dans un schéma municipal. C'est un peu quoi la vision ça reste à de construire. La sécurité sociale alimentaire? Ça reste à construire, mais en gros, la carte vitale qui nous permet d'aller nous soigner aujourd'hui, pourquoi pas une carte vitale de l'alimentation? Qu'est-ce que vous imaginez? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, pardon, vous? Je vous renvoie, mais c'est vrai que c'est pas utopique, ça devrait pas être utopique. La santé comme l'alimentation est quelque chose d'important et on devrait y penser, notamment les circuits courts. Pourquoi aller chercher à chaque fois à l'autre bout du monde des produits de première nécessité alors que nos artisans se meurent, voilà. Nos boulangers se meurent aujourd'hui, nos bouchers se meurent aujourd'hui. Donc ça serait bien qu'on fasse en sorte de mutualiser tout ça et de faire en sorte de faire vivre tout le monde grâce à cette fameuse carte vitale de l'alimentation. Alors juste aussi peut-être saluer l'initiative de la ville de Marseille qui a récemment mis en œuvre au niveau de la délégation d'Audrey Garino aussi, donc une CAP alimentaire, donc c'est une information qui est toute récente cette semaine. Donc où il est dit... Qu'est-ce que c'est une CAP alimentaire? Une CAP, c'est un acronyme, peut-être que Mme Yacoubi va te la décliner. En fait, c'est le CCAS. Exactement. C'est le CCAS qui le met en place. Donc vous savez, nous on les appelle, on leur dit voilà, telle personne est en situation de précarité, ne peut pas subvenir aujourd'hui à ses besoins primo alimentaires. Et on fait un courrier, on fait un diagnostic de la situation. Généralement, c'est accordé que lorsque la personne, après peut-être que les choses ont évolué, vous me direz en fonction de l'information que vous avez, si la personne est en situation de rupture de ressources. Alors voilà.
Alors là, juste pour être un peu plus précis, donc elle s'adresse aux familles monoparentales et le montant qui est personnalisable selon le quotient familial, bien entendu, du foyer, varie de 200 à 500 euros. Donc Voilà. c'est un plan exceptionnel Voilà. d'aide aux familles monoparentales. Donc après, d'où la question, si on n'est pas monoparental, à quoi on a droit? Enfin, ça, c'est la suggestion que je me suis faite à moi-même. Donc c'est donc un montant. Ils font ce qu'ils peuvent, hein, Ah non, c'est sûr. voilà. C'est sûr. C'est pour ça que je vous dis. C'est sûr. Mais voilà. Et on salue l'initiative parce que. d'Audrey Garino, oui. Voilà. Parce qu'on est dans un monde. Alors oui, pour revenir un peu à ce que vous disiez aussi au niveau international, donc une pensée aussi pour tout ce qui souffre, hein, que ce soit nos frères turcs, nos frères et sœurs aussi syriens, bien entendu nos frères d'humanité qui sont sous le joug de la guerre ou des famines ou d'autres choses. Donc aux Ukrainiens aussi, là, qui subissent quand même le froid, la faim et d'autres choses. Bon, voilà quoi. Ça, c'est aussi à dire. Et on est des téléspectateurs donc passifs de ce monde, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'il faudrait aussi, parce que bon, sinon ça va être un peu trop pessimiste, cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de plus qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus, par exemple, vous, en qualité de travailleur social? Passif, non. On est actif à notre niveau. Après, on ne peut pas se comparer à des Superman, des Superwoman, en sachant qu'on n'a pas les moyens nécessaires. On n'a que nos bras, notre solidarité qu'on peut mettre en place. Mais voilà, on est quand même actif. C'est ça, c'est ne pas laisser... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est ne pas justement être passif, être actif, en faisant des collectes alimentaires. On va par exemple dans les supermarchés avec 2 sacs, on appelle le directeur du supermarché, on lui demande l'autorisation, généralement ils nous disent oui, et on se met devant et on fait une collecte alimentaire. Et cette collecte alimentaire, il y a des associations qui sont preneurs. Voilà ce qu'on pourrait faire chacun d'entre nous. Et bien sûr, interpeller les pouvoirs publics et leur demander des comptes. C'est de l'argent public et l'argent public doit aller justement là où le besoin en est. Voilà. Alors, quand je disais tout à l'heure, téléspectateurs passifs, bon, en fait, vous avez bien fait de reprendre, mais il y a beaucoup aussi de passivité dans la société. Sinon, comment aujourd'hui cette société est beaucoup plus... Enfin, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on est plus dans un versus individualiste ou sur un versus collectiviste? Parce qu'à l'époque où il y avait, on va dire, cette classe ouvrière qui était prégnante dans la société, il y avait plus de solidarité et moins peut-être... de pauvreté au pied de nos immeubles. Donc, quand je dis téléspectateurs aussi passifs, on peut l'être aussi devant les réseaux sociaux. Moi, je vois beaucoup de publications qui sont liées à l'aide alimentaire. Bon, c'est très bien, mais moi, je trouve que c'est un peu ça peut être comparé à du voyeurisme. Donc, comment vous voyez la chose? Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire de la charité, il faut passer par le business, on va dire, des médias sociaux ou des réseaux sociaux, en disant, voilà, prenez note, je fais? Si je peux me permettre, c'est pas de la charité, c'est de la solidarité, déjà. Je préfère ce terme-là. La charité, ça ne me convient pas comme terme. Vous imaginez pourquoi? C'est comme bienveillance. Voilà, c'est pas révolutionnaire. c'est pas du tout. Alors, c'est notre devoir de solidarité qui est en jeu. Après, communiquer sur les collectes, sur les réseaux sociaux, c'est aussi une forme de sensibilisation. Mais c'est pas pour... c'est vrai que quand je vois certaines vidéos, elles sont un peu malaisantes, notamment sur TikTok, où on propose de l'argent on se filme en proposant de l'argent à un SDF, et on en fait une com tout autour, j'ai fait ma bonne action, et en fait, c'est des influenceurs qui ne montrent pas le vrai visage de la solidarité, mais qui en profitent justement pour se montrer à travers une belle action qu'ils auraient fait. Mais c'est pas comme ça que je vois la communication qui doit se faire autour de la solidarité. D'accord ? Il y a des manières de faire. Par contre, inciter les personnes à faire ce qu'on fait en termes de collecte alimentaire, là oui, ça serait super. Sinon, vous tapez juste, mais complètement. Bien sûr qu'on est dans une société aujourd'hui qui est individualiste et qui nous pousse à l'individualisme, parce que c'est le capitalisme, désolé, c'est un gros mot, mais c'est comme ça, c'est le tout profit, c'est ce système-là aujourd'hui qui régit notre société, c'est le tout profit, c'est-à-dire qu'on a la recherche constante de profit au détriment de la valeur commune.
Je m'explique. C'est-à-dire que le capitalisme, tant qu'il fait des bénéfices, il s'en fiche de là où il fait des bénéfices. C'est-à-dire qu'il ne veut pas répartir la richesse. C'est un cumul d'argent qui se fait sur le dos des pauvres gens. Plus on cumule, moins le gâteau est grand pour le partage, hein, d'accord ? Il se rétrécit et plus les poches sont vides, les poches des plus précaires, mais les nôtres aussi, hein, les nôtres aussi. C'est-à-dire ceux qui travaillent, les travailleurs, les ouvriers, eux aussi en pâtissent de ce système-là. Parce que la plus-value ne va pas dans leur poche, mais elle va dans la poche des dividendes, en fait, des actionnaires. Enfin, vous voyez, c'est tout ça qui fait que cette société-là, aujourd'hui, elle est individualiste. J'ai essayé de faire un court résumé, mais en gros, j'espère avoir Mais du coup, si... fait entendre cette voix-là. Est-ce qu'il y a une alternative au capitalisme ? Mais bien sûr, il faut arrêter avec ce système et trouver une alternative. Vous parlez de collectivisme, c'est ça ? Attention qu'on ne croit pas que le collectivisme... soviétique, voilà, évidemment. Attendez, voilà. Attention qu'on ne croit pas que le collectivisme, c'est l'appropriation de tout pour l'État, en fait. Hein. C'est-à-dire nos logements, ça y est, c'est à l'État. Enfin, tout appartient à l'État et on fait un partage pour tout le monde. Non, c'est pas ça. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, le partage des richesses doit se faire sur le salaire, sur, bien sûr, la création de logements, des plus précaires, enfin... Vraiment faire en sorte que le gâteau soit un peu plus réparti pour tout le monde. D'accord ? Mais ce n'est pas aller chercher la propriété du petit commerçant et que l'État se l'approprie. Attention, ce n'est pas ça. Hein. Voilà. Donc non, ce n'est pas le collectivisme soviétique. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut se réapproprier. C'est le collectivisme, c'est-à-dire l'appropriation des biens communs. D'accord ? L'eau, l'alimentation appartient à tout le monde, ne doit pas être une marchandise. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses qui doivent rentrer dans le côté marchand, qu'on peut acheter, voilà. Mais il y a des choses qu'on ne devrait pas mettre dans la marchandisation globale. Et notamment en se faisant de l'argent sur le dos des pauvres gens en termes de besoins fondamentaux. Est-ce que je suis claire ou pas ? Il y a des besoins qu'il faut protéger. Alors pour vous, Voilà. pour vous, le travail, c'est une nécessité, c'est quoi ? C'est une source d'épanouissement ? Comment vous le conjuguez avec le bien-être ? Bien évidemment, oui, mais il ne peut pas être seulement cela, le travail, d'accord ? Le travail est une source d'épanouissement, bien sûr, et pour cela, il faut mettre les moyens à disposition donc, des salariés pour qu'ils se sentent bien dans cette société-là et dans leur travail du quotidien. Je m'explique. Une personne qui a un handicap, par exemple, et qui doit travailler constamment derrière son bureau, qui doit être assis, et si cette personne a des problèmes de dos, on aménage au mieux le poste de travail. Vous voyez, une personne qui a des difficultés en termes par rapport à ses yeux, pareil, si elle est constamment sur un écran, vous imaginez que le bien-être au travail est compliqué. Voilà, donc c'est ça. Et pareil pour les heures de travail. On ne va pas travailler 60 heures dans la semaine. À un moment donné, il faut se laisser aussi du temps pour le plaisir. Et c'est aussi du travail. Hein. Lire, par exemple, quand on lit, aujourd'hui on discute, on travaille. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi, mais la notion du travail, c'est quelque chose qui est dans la création. Là, on discute des choses de la société, vous et moi, c'est on travaille, on ne fait pas rien. On participe à un moment donné à une valeur intellectuelle de ce qu'on pourrait produire aujourd'hui par nos échanges. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous dénonciez le sens du terme de travail au sens... on va dire, comme le reprenait Mohamed tout à l'heure, parce qu'on a vite fermé la parenthèse, en source capitalistique, que j'arriverai à le dire, donc construction du capital. Donc si je reprends votre formulation d'idée, vous serez beaucoup plus proche, on va dire, de l'idée de Marx, dans le sens Oui. de créer demain une société... Et c'est pas Marx qui disait que le travail était aliénant ? Oui. C'est l'aliénation avant une émancipation et un épanouissement, non ? Enfin, je sais pas. Écoute, aujourd'hui... Je me fais un peu l'avocat du diable. Donc effectivement, Malgré... c'est une conception, on va dire philosophique de la construction d'une nouvelle société. Donc effectivement, dans l'histoire contemporaine, beaucoup de pays
s'y sont essayés avec une certaine résultante. Alors à votre avis, pourquoi à un moment donné ces sociétés-là se sont cassées la figure? Est-ce que c'est lié à un manque de démocratie? Parce que bon, généralement, elles sont connotées, on va dire, autocratiques, voire dictatoriennes pour certaines. Certains modèles fonctionnent, hein, puisqu'aujourd'hui on a un exemple qui est quand même assez stupéfiant, c'est celui-là de la Chine. Est-ce que pour y arriver, il faudrait que nous ressemblions aux Chinois, par exemple? C'est pas mon modèle, hein, d'accord. Non, parce que en Chine, vous voyez bien. Quel serait votre pays modèle du coup? Bah, il reste à créer. Il n'existe pas. Il reste à créer. Il y a des endroits où l'auto-organisation, la collectivité existe, notamment en Espagne. Il y a des endroits, mais c'est vraiment des petites collectivités, d'accord? Ce n'est pas un pays entier. Il reste à créer. Aujourd'hui, le modèle dominant est celui, bien sûr, du capitalisme. Pour revenir à Marx, vous dites que le travail, pour lui, est aliénant. Non, c'est ce qu'on en fait du travail, d'accord? C'est pas le travail qui est aliénant et donc personne ne doit travailler. Non, la société a besoin de travail. Si on ne travaillait pas, il n'y aurait pas qui va aller sur les champs collecter ce dont nos assiettes ont besoin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des machines. Hein? Des machines, non? Oui, il y a des machines, mais derrière les machines, il y a qui? Il y a des êtres humains. On a besoin de travail partout, c'est pas ça la question. Mais comment faire pour que le travail ne devienne pas justement une aliénation? C'est-à-dire qu'il n'y a que ça, on devient des machines nous-mêmes, où l'être humain est complètement abandonné. Ben ça, c'est notre responsabilité aussi. Quelle valeur, et moi j'aime pas ce terme-là, mais quel sens on met à notre travail du quotidien? Voilà. Moi j'adore mon métier, par exemple. Je travaille au social. Je pense qu'on en a besoin, des travailleurs sociaux. Donc, vous voyez, et pareil pour vous, derrière votre micro, on a besoin de personnes qui s'expriment. Moi, je suis bénévole. Vous êtes bénévole, mais vous travaillez. Oui, vous n'êtes pas salarié, mais c'est du travail, encore une fois, c'est ce que je dis. On travaille. On n'est pas là à rien faire, quoi. On est là, justement, à réfléchir ensemble à ce qu'est ou ce qu'on aimerait comme société de demain. Donc elle reste à construire la société de demain. Aujourd'hui, la Chine n'est pas n'est pas un exemple pour moi. Par contre, il y a des pays qui ont des manières de mettre en place la démocratie, je reviens sur la démocratie dont vous parlez, qui quand même peuvent être des sources d'inspiration. Je pense à la Suisse, vous voyez, quand elle fait des référendums d'initiatives citoyennes. Franchement, je ne sais pas vous, mais je ne connais pas d'autres pays qui est plus démocratique que ça. Voilà. Après, il y a une régularisation, bien sûr, de toutes les idées citoyennes qui peuvent être mises en place. Parce que souvent, on dit oui, mais si le peuple, à un moment donné, votait pour le retour de la peine de mort. C'est ça, hein, généralement, là, je me fais l'avocat du diable. Je reprends votre rôle de tout à l'heure. Il y a une régularisation qui se fait au niveau de la constitution du pays en soi, où il y a des choses qu'il ne faut pas dépasser. Notamment, je vais vous donner l'exemple de ce qui a été voté récemment sur l'IVG. On a constitutionnalisé l'IVG, c'est-à-dire qu'on ne touche pas ce droit fondamental. Voilà. Alors, pour revenir un peu donc, à cette société que vous souhaiteriez idéale, est-ce qu'elle ne ressemblerait pas plus à une démocratie sociale? Donc avec le social, bien entendu, plus prégnant, parce que ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, de moins en moins de social. Donc ça sera peut-être aussi l'objet, puisqu'on est sur une problématique sociétale, de revenir sur démocratie et sociale. La République sociale. On partira un peu quand même sur le sujet du jour. Là, il y a un enjeu qui se joue. Vous parliez tout à l'heure, vous faisiez allusion au circuit court. À partir de 2024, la ville de Marseille va rentrer en ZFE. Est-ce qu'on peut comprendre les bienfaits de la zone à faible émission CO2 sur la partie centre-ville qui va commencer par Capitaine Gaz et qui sera coupée par le boulevard Sakakini. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que demain ce soit encore un facteur d'inégalité pour les personnes qui ne peuvent pas se payer un véhicule, même s'il est aidé à 80% de la prise en charge? Mais complètement. Là, on va isoler des personnes qui sont en incapacité de se fournir un véhicule
justement, qui répondent à la norme. Mais complètement. Là, on va encore exclure des personnes sur une zone définie. Et donc, c'est totalement inégalitaire, bien sûr. Alors, la ville de Lyon a reporté sa ZFE justement pour pouvoir préparer, on va dire, les publics les plus fragiles à 2030. Donc, ça, c'est une décision, on va dire, de l'équipe écologiste de la ville de Lyon. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire pareil pour la ville de Marseille, par exemple? Oui, en condition qu'on mette en place justement des solutions pour toutes ces personnes pour pas qu'elles se retrouvent complètement exclues de certains périmètres, voilà, de la ville. Il faut en être sûr de cela parce que vous savez combien ça coûte un véhicule. Les personnes ne peuvent pas se le permettre. Donc, pour aller au travail, elles sont obligées de prendre leur véhicule. Donc, à Marseille, au niveau des transports en commun, on est vraiment très loin encore. Hein. Bon, là, il y a des efforts qui se font, et notamment sur le tram qui va aller dans les quartiers nord. C'est déjà bien, mais on a eu combien de retard ? Combien de retard? Des années, des dizaines d'années. Ça fait 30 ans de retard sur le transport en commun. Donc mettre le paquet sur le transport en commun, et notamment pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, vous prenez le métro, les personnes handicapées, elles ne peuvent pas le prendre, le métro. Donc tout cela est à réfléchir, en effet, et il faut repousser au maximum ce dispositif-là, en faisant en sorte de répondre à ce que je viens de vous dire, en priorité. J'entends bien ce que vous dites. La mobilité est un problème prégnant dans certains territoires de Marseille. Donc, effectivement, quand on descend de la Savine pour venir en centre-ville, ça prend un certain temps, ou quand on vient de l'Estac. Certaines organisations politiques ou certains courants politiques avaient appelé à ce qu'il y ait l'extension du métro jusqu'à l'hôpital Nord de Marseille. Pensez-vous qu'il est plus nécessaire de réaliser ce métro-là en direction des quartiers nord de Marseille au sens large, que de doubler, on va dire, la ligne de métro avec un tramway qui sera peut-être demain un dédoublement de la ligne de métro? Oui, on est la seule ville, me semble-t-il, où on a les trams et métros qui vont au même endroit. Franchement, là, c'est un peu rigolo, j'ai l'impression. Hein. Donc, je ne suis pas, on va dire, une spécialiste de la question de comment étendre les métros et tout ça, mais il me semble qu'il y a des personnes compétentes sur le sujet et on devrait réfléchir autrement. Vous prenez Paris, par exemple, il n'y a pas une seule ligne, il n'y a pas deux lignes, il y en a plusieurs. Bon, bien sûr, il y a d'autres difficultés à Paris, et notamment toutes ces personnes qu'on retrouve comme dans des boîtes de sardines, les unes contre les autres dans les métros et tout ça. Mais en effet, c'est une vraie politique qu'il faut vraiment réfléchir à comment desservir toute la ville de Marseille, et notamment pour les personnes en situation de handicap. Et toutes les personnes, notamment les quartiers nord, qui sont complètement mis de côté sur le transport en commun, là, hein, complètement. On est complètement des quartiers enclavés, là, hein, voilà. Et vous savez, le transport en commun, juste à titre d'information, est, me semble-t-il, le premier facteur, le premier frein d'accès à l'emploi, en plus de tous les autres freins, notamment les discriminations liées au territoire dans lequel on vit. Hein. Quand vous venez des quartiers nord, par exemple, et que vous avez un certain nom, et je n'ai pas peur de le dire et je vous le dis, vous n'avez pas les mêmes chances pour accéder à un travail que celui qui vient des quartiers sud et qui a un nom, on va dire, qui fait moins peur à certaines personnes, quoi. Voilà. Donc, selon vous, nous sommes toujours confrontés, on va dire, enfin, c'est pas qu'on va dire, nous sommes confrontés à des discriminations. Ah, mais au complètement. Sens large du terme. Oui, il y a des études françaises, hein, il y a des études françaises qui l'ont évalué. Donc, je ne suis pas là à dire des choses qui n'existent pas. En effet, oui, ces discriminations existent. Alors, comment on peut concevoir ce type de choses quand nous vivons dans une ville qui est cosmopolite, pluriculturelle, où la volonté des uns et des autres est de toujours construire cette communauté de destin qui est le lien, on va dire, de Marseille par rapport à d'autres villes? En finir avec le racisme, ça serait une bonne chose. En finir avec ces discriminations, et pour cela, il y a
des lois qui doivent être peut-être encore votées par le Parlement, et aussi une prise de conscience collective surtout. C'est une lutte au quotidien. Alors, pour revenir toujours au sujet qui nous intéresse, donc nous sommes plus sur une précarité intellectuelle. Quand on dit précarité, fragilité. Oui. C'est quoi qui veut qu'aujourd'hui notre société ne réfléchit pas assez pour les autres? Vous l'expliquez comment? On l'a dit un peu tout à l'heure, parce que nous sommes une société qui sommes quand même dans l'individualisme, où on ne pense pas collectif. Et les personnes qui sont en situation de précarité, vous savez, ça augmente d'année en année, et les chiffres sont là pour le prouver. Et à partir de là, les personnes regardent leur situation et pas la situation globale. Et déjà qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir elles-mêmes, elles ont du mal à penser aux autres. Alors, le président Macron, justement, donc, a investi sur notre ville, sur Marseille, donc avec le Grand Marseille, d'où cette intention de prolonger le métro, d'enrichir les établissements primaires de la ville, voire de les rénover. Donc, est-ce que vous pensez que ça a été fait à bon escient, de manière réfléchie, ou porté précipitamment avec plusieurs collectivités qui parfois n'arrivent pas à s'entendre et à porter d'une seule voix un projet? Ça, c'est un vrai problème. Quand vous avez la métropole qui est avec une certaine idéologie politique et que vous avez la ville de Marseille avec une autre idéologie politique, c'est compliqué de faire en sorte qu'elle travaille en bonne collaboration, si je peux dire. Parce que vous savez, les priorités de la droite et les priorités de la gauche ne sont pas les mêmes. Généralement, quand on parle de social, c'est plutôt à gauche qu'il faut aller tendre l'oreille. Si je puis dire. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le métro dont on parlait sur les quartiers nord, Madame Bassal au département, c'était pas sa priorité, c'était pas dans ses projets. Il fallait vraiment lui faire entendre que c'était là qu'il fallait miser pour les transports en commun. Donc ça c'est fait, tant mieux. Elle a entendu, mais il fallait bien débattre et bien accentuer la demande pour se faire entendre à ce niveau. Sinon, c'était pas encore gagné. Voilà. En fait, lorsqu'on vous écoute, c'est pas une surprise, mais vous êtes quand même une militante de gauche. Ah mais oui, complètement, voilà. Bien sûr. Vous appartenez, je crois, à un parti... La France Insoumise. La France Insoumise. Oui, c'est un mouvement politique, il n'y a pas de carte. C'est le seul mouvement politique où il n'y a pas de carte d'adhérent. Donc chacun peut venir donner, on va dire, de son temps pour faire valoir ce mouvement-là. C'est-à-dire c'est une contribution collective. Et voilà. qu'est-ce qui vous a amené vers ce mouvement ? Déjà les idées, le programme, l'avenir en commun. Et c'est vrai que le fait de ne pas être adhérente, c'est-à-dire aller... je n'aime pas être encartée en fait. Je suis une fille du peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc une fille de gauche, une femme de gauche, ça c'est clair. J'ai toujours voté à gauche. Et là, la France Insoumise a réussi à casser, on va dire, les murs qui nous permettaient peut-être pas, enfin à des femmes comme moi, d'investir le milieu politique. C'est-à-dire que quand je suis allée, voilà, on ne m'a pas demandé mon CV, on m'a dit, en gros, quelles sont tes idées et en quoi tu es en accord avec notre programme et qu'est-ce que tu veux mettre en place dans la ville de Marseille. Et donc, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles à la France Insoumise. Vous pouvez nous en citer ? Oui, après, si je commence à les citer, il y en a d'autres qui vont se dire elle m'a oublié. Mais, des personnes qui ont vraiment compté pour vous. Samy Joshua, par exemple, un grand militant, voilà, qui... Plutôt trotskiste. Oui, peut-être, mais voilà, c'est quelqu'un qui a des idées vraiment et qui est dans la transmission vis-à-vis des plus jeunes et qui est toujours disponible et qui a un grand sens d'humanité. Donc toutes ces personnes qui ont un grand sens d'humanité, moi je les écoute vraiment avec beaucoup d'attention. Et quand j'ai voulu mettre en place des choses, je sais qu'on m'a aidé. On m'a aidé déjà dans un premier temps humainement parlant, où j'ai trouvé donc une famille politique qui était disponible pour les actions que j'imaginais mettre en place. Et moi aussi, de mon côté, me rendre disponible aux actions des personnes qui voulaient voilà, faire tel type d'action. Et donc je me rendais disponible pour leurs idées. Et aussi en termes de matériel.
on a cette aide-là. Quand j'ai besoin, par exemple, de tables, de chaises, d'un local, voilà, et ben, tout ça est mis à disposition par le mouvement de la France Insoumise. Quelle différence vous faites entre la France Insoumise, le PS, le NPA, le Parti communiste Il y a des différences au niveau de l'idéologie, mais en termes de mouvement, c'est qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de chef autoproclamé dans notre ville. C'est un collectif, donc on revient au collectif qui, quand on a des idées, par exemple d'action, on prend cette action-là et on n'a pas à attendre l'autorisation d'un tel pour le faire. Ce qui nous cadre, c'est l'avenir en commun, le programme que je vous invite à regarder. Si vous ne l'avez pas déjà regardé, il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Si demain j'arrivais avec des idées fachos, je ne suis plus de la France Insoumise. C'est merci, au revoir Katia, tu ne fais plus partie de la France Insoumise. Vous voyez ? Est-ce que vous pensez que la municipalité actuelle défend ce pourquoi vous savez, avec le printemps marseillais, ils défendent un peu ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils mettent en commun un programme de la ville, là, le printemps marseillais, et ils ont des personnes vous en leur sein. Dans le printemps marseillais. Oui, même si au tout début, j'avais défendu que je souhaitais avoir plus de personnes, voire un peu plus de personnes issues de la société civile qui font la ville. C'était mon premier, on va dire, combat que j'ai voulu mener en interne, parce que pour moi, il était inconcevable d'avoir dans les listes, de ne pas avoir ces personnes-là dans les listes municipales. J'estime qu'il faut parfois, savoir tomber un peu les étiquettes politiques et savoir se mettre autour d'idées en commun, même s'il y a des différences par-ci par-là, en fonction de l'idéologie dans laquelle vous vous situez. La gauche radicale, la gauche, les écologistes, le PC, les communistes. On a certaines différences, mais il faut savoir aller au-delà de ces différences-là. Voilà, si je peux me dire là. Après, ce n'est pas des différences qui sont insurmontables. La NUPES, par exemple, aujourd'hui, elle a 600 mesures sur lesquelles elles s'entendent. Et c'est grâce à ces 600 mesures-là, même un peu plus de 600 mesures, qu'elles arrivent à travailler ensemble à l'Assemblée nationale. Voilà. Vous voyez voilà. Et il y a des personnes de tout horizon. C'est ça qui fait la richesse. Demain, si vous êtes maire de Marseille, quelles seraient les premières mesures que vous prendriez ? Je continuerai déjà ce que fait Benoît Payan actuellement, notamment sur le sujet des écoles, qui était complètement abandonné. Priorité donc les écoles. Ah oui, les écoles, ça c'est quelque chose qu'il faut aller jusqu'au bout. Il me semble qu'il lui faut encore quelques années en plus, donc un mandat, voire 2 supplémentaires pour arriver vraiment à retrouver les bonnes écoles sur Marseille, et notamment qui tiennent debout, parce qu'il y a des écoles où il fait très froid, où on n'arrive pas à étudier, voilà. Mais aussi en termes de bibliothèque, c'était mon premier combat en tant que militante de la France Insoumise, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un quartier complètement abandonné dans les quartiers nord de la ville, à Calisté, nous avons créé, nous, en tant que militants de la France Insoumise, mais aussi en partenariat avec les associations existantes, une bibliothèque de rue. Donc on a construit nous-mêmes cette bibliothèque de rue, parce que vous savez très bien que la ville de Marseille aujourd'hui est en manque là-dessus. Et je sais que la ville de Marseille prend à bras le corps la question des bibliothèques, donc de la culture. Là, on aborde juste une question, Mohamed, donc cette notion aussi de précarité culturelle. Donc quand je dis précarité, j'associe toujours le terme fragilité. Donc cette fragilité culturelle, elle est, selon vous, voulue et subie par les habitants, ou arrivons-nous à définir, on va dire, un incrément qui permette de dire c'est comme ça, c'est pas autrement? Est-ce qu'à votre sens, nos concitoyens ne revendiquent pas assez pour leur quartier, pour leur bien-être? Vous avez fait part tout à l'heure de bien-être. La culture étant un bien-être. Alors, vous savez, dans les quartiers nord, il y a beaucoup d'associations qui se créent. Elles ne se créent pas pour rien, parce qu'il y a un manque. Généralement, les associations, quand elles commencent à se créer,
l'auto-organisation, les collectifs qui se mettent en place, c'est parce qu'il y a un besoin criant de la population. C'est comme ça que les habitants commencent à se construire, en s'auto-organisant et donc en revendiquant. D'accord ? Donc oui, ça existe. Est-ce qu'il y en a assez ou pas ? Je ne sais pas. Mais les habitants savent de quoi il manque. Et ils le disent quand vous allez à la recherche de leur voix, parce qu'il faut aussi leur tendre le micro pour entendre. C'est pas des zones complètement dépolitisées où ils n'ont pas d'avis. Non, pas du tout. J'ai envie de vous dire, un conservatoire dans les quartiers nord. Où on pourrait avoir de la danse classique, tout est de la musique, voilà, toutes les musiques nécessaires. Oui, l'accès à toutes les formes de culture. Voilà, ça serait super d'avoir ça dans les quartiers nord. Pourquoi on n'en trouve pas dans les quartiers nord ? Pourquoi le petit Mourad de la Castellane devait faire des... C'est parce qu'il préfère jouer au foot et rapper, non ? Voilà, ça c'est vraiment un cliché. Vous êtes d'accord avec moi ? Bouclé. Alors j'ai envie de vous dire par rapport au foot par exemple ou au rap, pourquoi on trouve des rappeurs et des footballeurs le plus souvent avec beaucoup de talent, issus des quartiers populaires. Parce qu'en fait, le ballon, c'est juste un ballon, c'est gratuit au final. Vous avez un ballon. C'est très accessible. C'est très accessible. Donc je parle d'inaccessibilité là, dans ce que je vous dis. Aujourd'hui, les quartiers nord n'ont pas accès à toute la culture, la panoplie de la culture, des cultures, avec un S, à leur disposition. Voilà. Alors, moi, on arrive au terme de l'émission. Je voulais vous poser une dernière question, enfin, pour ce qui me concerne, après Abdé pourra conclure. Est-ce que vous avez des ouvrages ou un film ou des chansons que vous aimez beaucoup et que vous voudriez nous faire partager ? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans la culture ? Oh là là, mais là si vous avez quelques références à nous communiquer. Moi les films, j'aime beaucoup les films, je regarde beaucoup de films et j'ai pas de préférence en particulier. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué après là, je vais vraiment être, très... Pas grave, hein. J'adore les films d'amour, vraiment. Lequel ? Le dernier que vous avez vu ? Le dernier que vous avez regardé ? Le dernier, non, j'ai pas envie de faire de pub sur le dernier parce que généralement c'est sur Ou alors, vraiment, voilà, c'est le coup de foudre. Vous parlez d'amour, le coup de foudre. Légende d'automne. Légende d'automne. Voilà, j'aime beaucoup. Mais sinon, en musique, oui. Vous aimez beaucoup ? Oui. Non. Il l'a pas vu. Non. Non, Abdé. Il regarde que des films de guerre, Abdé. Les films de guerre, oui, pourquoi pas. Après, il peut y avoir des films de guerre et d'amour. Mais c'est vrai que c'est... Sinon, en musique, moi, j'adore le R&B, le gospel. J'adore beaucoup Maria Carey. C'est des chanteuses à voix. Okay. Voilà, les ballades à l'ancienne et tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Et un livre que vous avez, qui vous a marqué ? Un livre récemment, par exemple, avec notre association, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune public de 8 à 12 ans, leur parler d'un livre qui s'appelle Au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Vous voyez, c'est un livre... C'est écrit par qui ? J'ai plus le nom, je suis désolée, mais par une Italienne. Et donc, on a fait l'éducation populaire à travers ce livre-là. Donc, la lecture est très importante pour moi, en effet. Voilà. D'accord. Sinon, le livre d'Angela Davis, par exemple. Angela Davis, c'est le titre intitulé ? Donc, Femme, race et classe. Femme, race et classe. Voilà. Okay. C'est un livre que je vous conseille. Et dernière question, un conseil pour les jeunes générations ? De rien lâcher, de s'affirmer. Ils sont français comme les autres. Pour ceux des quartiers et de ne jamais douter de cela. Et il est temps pour eux de s'affirmer comme ils sont sans s'excuser d'être ce qu'ils sont. Voilà. Okay. Abdé, pour le mot de la fin ? Oui, toujours dans la lutte des classes. Dans la lutte des classes. Oui, mais il a raison, on est en pleine dedans. C'est écrit par qui ça ? C'est une référence bibliographique ? Bon, pour moi, le film d'exception que j'ai vu encore récemment, c'est Midnight Express, avec un film d'Alan Parker. Ah, une Midnight Express. Oui, je crois que là, ouais, si on le conseille aux jeunes. Très peu de jeunes connaissent. Oui, Midnight Express, oui. Non, revenir un peu sur le vivre ensemble. Donc là, il y a un présupposé de manque sur lequel il y a quand même quelques correctifs qui viennent de la ville de Marseille, et notamment sur la réponse liée au conservatoire. Il me semble que toujours le maire de Marseille a fait en sorte que le conservatoire de Marseille accueille un peu plus de diversité. Donc c'est aussi à saluer. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, moi, ce maire.
Ouais. Il fait en sorte que les quartiers nord, les quartiers sud et même le centre de la ville puissent justement former qu'une seule et unique ville, qu'il n'y ait plus de disparité. Il fait en sorte de faire parler le nord et le sud. Voilà. Oui, oui. On sent que vous souhaiteriez peut-être faire partie de sa prochaine équipe. Pourquoi Non. pas? S'il me le demandait, pourquoi pas? Avoir bien sûr. avec. On lui Il y a on lui un posera fonctionnement. la question quand on le Vous parliez de collectif tout à l'heure, mais il y a quand même, j'imagine, excusez-moi, hein, mais je rallonge un peu, il y a quand même une hiérarchie. J'imagine dans les partis, dans les mouvements, il y a toujours une hiérarchie. Non Ben Non. écoutez, quand on dit Notamment sur les hiérarchie, investitures, c'est sur- chacun à sa place et à sa tâche. Surtout, nous, dans le mouvement de la France insoumise, on ne veut pas de supériorité, en fait, de Mais vous supérieur. pouvez pas venir et dire voilà, je veux être Voilà. adjointe au logement, voilà, ça marche pas Ah comme non, ça. ça marche pas comme ça. Il y a des comités. Même si certains l'ont fait quand même, Il y hein, a- j'imagine. Il y a des comités qui se mettent en place où justement ils discutent autour des tables et sur les candidatures qui sont proposées. Voilà. Après, Ouais. voilà. C'est Ok. c'est chacun à sa tâche. Vous voyez ce que je veux Pas- dire? oui. Voilà. Effectivement, bon, On va c'est vous pas, libérer, je pense. c'est pas un hommage, on va dire, dispendieux que nous pouvons rendre à certaines personnalités politiques, mais c'est aussi le sujet qui nous a amené à ça, c'est la précarité, la fragilisation, et donc c'est à mettre en évidence que quand il y a des dispositifs mis en œuvre par la ville, bon, il faut donner aussi l'information. Moi, je voulais revenir sur un sujet aussi sur lequel nous sommes des téléspectateurs passifs, qui est la violence subie au travers soit de règlements de compte, Des assassinats. des habitants et des assassinats qui sont liés, on va dire malheureusement, de plus en plus au trafic de stupéfiants, et notamment quelque chose qui m'avait surpris, voire indigné, c'est le passage à tabac de ce jeune aussi de 17 ans, bon, qui est mort pour des raisons que nous ne connaissons pas, là, mais est-ce que notre société ne produit pas cette violence aussi quelque part? Et ces phénomènes-là qui touchent de plein fouet nos quartiers, nos cités, au travers de ces morts, on va dire, violentes, au vu et au su de tout le monde, sans que nous-mêmes et nos concitoyens puissions agir. Ces personnes sont mortes avec des armes de guerre, d'accord? Donc il y a des armes de guerre qui circulent entre de mauvaises mains. Et il y a un premier levier, là, c'est de s'attaquer à ça déjà, d'accord? Deuxièmement, c'est le réseau de drogue. Hein, généralement, ça vient de là. Je ne parle pas des RICS, d'accord, des violences interjeunes. Là, on parle des... Quand vous dites règlement de compte, je n'aime pas trop ce terme. Je vais vous dire pourquoi, parce que pour moi, c'est des assassinats. Règlement de compte, ça nous dit, en gros, oh, tant qu'ils se tuent entre eux, hein, on n'a rien à voir, nous. Hein. Le style, il a bien cherché. Voilà, on n'a rien à voir. Ça va, c'est entre eux. Ça ne peut pas nous arriver. Donc, du coup, on laisse la problématique aux autres. Ça ne nous concerne pas. Moi, je ne suis pas dans le réseau, donc non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, n'importe qui peut se prendre une balle en journée comme en soirée. Et oui, et c'est malheureux. Donc, je pense qu'il y a un sujet auquel il faut vraiment s'attarder, c'est la légalisation du cannabis. C'est ce que nous défendons dans le cadre de la France insoumise. C'est ce que défendent aussi plusieurs associations que je vous invite aussi à inviter. Voilà, on a le collectif des familles que vous pouvez inviter. Ils ont aussi leur propre, on va dire, chemin pour trouver des solutions à ce sujet-là. Le collectif des familles à Marseille, c'est des femmes généralement qui sont parents d'enfants tués, assassinés. Voilà, des jeunes enfants. Ils peuvent être très jeunes aujourd'hui. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Vous imaginez, c'est catastrophique. Donc, je pense que le chemin possible pour arrêter toutes ces violences-là liées au réseau de drogue, c'est la légalisation du cannabis. Certains pays l'ont mis en place et je vous assure qu'il y a eu des effets positifs. Et les chiffres le disent. Voilà. Donc Mohamed, je pense que il suffirait pas d'une heure ou de 2 heures pour faire un peu le tour des questions liées à la précarité, à la pauvreté dans nos arrondissements, malheureusement. Ouais. Donc on va rendre la liberté à Madame Yacoubi avec ce dernier mot. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de votre propre livre ?
ma liberté de penser, d'écrire, d'exister à Ça me fait travers le penser à une livre. chanson, ça. Liberté. Oui, sauf que j'ai pas envie. Liberté de penser. Vraiment, c'est ma liberté. Donc, C'est vraiment un très grand plaisir d'écrire. C'est une forme d'existence de sa propre, on va dire, expérience professionnelle que j'ai mis à travers des pages blanches que j'ai commencé à écrire sans que personne puisse venir derrière me dire ce que je dois faire, ce que je dois écrire. Voilà, ma liberté. C'est bien d'écrire. Merci Madame Yacoubi. Juste faire un rappel, nous sommes sur Radio Salem, que vous pouvez suivre sur sa page Facebook en visio et en audio, soit en téléchargement sur Radio King ou sur Twitch en visio et audio. Donc pour ceux et celles qui souhaitent aborder des sujets, vous pouvez toujours nous contacter sur notre adresse mail radiosalem@outlook.fr. Merci. Merci. Merci Katia. Merci. Merci Abdé.